pu être embêté. Alors oui, c'est le moment de la Commune. Donc en France, il se passe des choses, c'est perturbé, la République est en danger, voilà. Donc c'est pas facile, et comme vous l'avez très très bien dit, c'est pour ça qu'il y a une poussée du colonialisme, enfin, pour raviver finalement aussi le sentiment patriotique, etc. Et on croyait à l'époque aussi trouver de nouvelles ressources pour la France, ressources économiques, quoi, des ressources en matières premières, ce qui s'est avéré être un petit peu une déception quand même, parce que c'est pas si varié que ça. En tout cas, les territoires qui ont été colonisés, il y a des ouvrages là-dessus, il y a même des ouvrages sur l'écologie, sur la période coloniale. On fait tout aujourd'hui. C'est aussi l'année 1871 où il se passe pas mal de choses en Afrique, figurez-vous, parce que le suffrage universel est accordé dans 2 communes sénégalaises que sont Saint-Louis et Gorée. Donc on voit qu'il y a des progrès peut-être aussi face à certaines revendications locales. Mais en même temps, au Sénégal, il y a l'assassinat de Serer Mat, je ne sais pas si je peux l'écrire quelque part. Difficile, on aurait dû avoir. Peut-être que si je prends ça et que je le mets en mode prise de notes, c'est pas mon truc à moi. Ce serait pratique d'avoir un tableau quand même. Bon, je sais pas comment. Je pense pas que vous voyez quoi que ce soit là. Serer, ça s'écrit S-E-R-E, accent grave R-E, plus loin M-A-A-T. C'est une dynastie donc sénégalaise. Ce roi est assassiné par des Français. Et c'est aussi une année importante en Algérie, parce qu'il y a des incursions de plus en plus fréquentes des Kroumirs, qui sont les Berbères venus de Tunisie, et qui perturbent un petit peu l'ordre étatique de l'Algérie française à l'époque. Avec des premières revendications berbères. Bon, alors quelles sont justement, d'après la lettre de cadrage, les grandes problématiques qui sont liées à cette période? Il y a déjà la grande conquête, la course au drapeau, le Scramble for Africa, comme on a pu l'appeler, qui va des années 1870-80 plutôt à 1914. Et on peut se demander pourquoi et comment on est passé de simples comptoirs financiers à de véritables colonies françaises dans toute l'Afrique, qui sont donc la Tunisie, le Maroc, Madagascar, l'Afrique orientale et l'Afrique de l'Ouest française et l'Afrique de l'Est française. Ce sont des pays, des colonies. Ensuite, il faut se demander évidemment quelle a été l'évolution de l'opinion publique métropolitaine face à la colonisation, puisqu'on est passé d'une totale indifférence à une sorte d'hostilité aussi, parce que c'était contraire aux principes républicains, puis tout à coup à une adhésion sous la pression du parti colonial, avec cette histoire de mission civilisatrice qui finalement a fini par coller avec les valeurs républicaines. Autre question, c'est le rôle de la propagande et des médias justement dans la colonisation. Donc là vous aurez sûrement des ouvrages affichés que vous donneront les professeurs sur la presse, la radio, la télévision, peut-être aussi, même si c'est un peu tôt, mais pour la guerre d'Algérie ici, bien sûr. Je vais même vous fournir des liens vers le site de l'INA, qui a mis en ligne beaucoup d'actualités françaises de l'époque. Quelle est aussi l'influence du tourisme et des migrations? Je tire tout ça de la lettre de cadrage, bien sûr. Quelle est l'influence du tourisme et des migrations dans les circulations qui ont entraîné la colonisation? Puisque vous savez qu'au XIXe siècle, il y a de nombreux explorateurs européens qui sont partis en Afrique et puis qui ont ouvert la voie aux colons, si je puis dire. Qui se sont aventurés un peu dans ces contrées qui sont des si sauvages. Et puis le tourisme s'est développé avec les safaris, notamment. Voilà. Donc,
a permis aussi de rallier la France à l'idée de l'empire colonial, de la puissance française en Afrique, etc. Ça a joué un rôle. Une autre question plus politique cette fois, c'est comment la France a administré les colonies et formé une élite coloniale. C'est une autre question importante. Également son rôle dans la modification et l'évolution des infrastructures dans les territoires coloniaux. Donc, je parlais surtout des hôpitaux, des écoles, en quoi, en quelque sorte, la France a voulu apporter la civilisation, comme elle le disait, hein, dans ces pays qu'on jugeait donc sauvages, barbares. Une question un peu plus complexe, cette fois, et plus dialectique. Comment l'idéal d'émancipation progressive des pays colonisés, qui était celui que la France prônait au départ, hein, voulait petit à petit lâcher du lest, finalement a été contredit par les pratiques de l'indigénat, notamment le code de l'indigène, qui est très inégalitaire envers les colonisés. Et finalement, il y a eu vraiment un hiatus qui s'est formé entre les valeurs républicaines et la liberté des indigènes. Et finalement, tout ça dans l'ambiguïté de cette mission civilisatrice française. C'est une question très, très importante, probablement un sujet de concours tout à fait possible, puisque vous voyez la dialectique directement qui peut se présenter. Ensuite, il y a une question peut-être plus mineure, mais qui joue un rôle très important, c'est la question de la participation des colonisés à l'effort de guerre, qui a été en grande partie responsable de leurs revendications futures, finalement. On vous a aidé, on a été soldats, on s'est fait tuer pour la France, on mérite peut-être aussi d'avoir des droits égaux aux Français, aux citoyens français. Donc ça a aussi étudié le rôle d'accélération de l'émancipation, finalement, de cette participation à l'effort. Et puis finalement, une dernière problématique, il me semble, c'est pourquoi la décolonisation était aussi violente et rapide. Vous avez vu, sans doute, par vos lectures, bon, la violence de la guerre d'Algérie, qui n'a pas été rapide pour le coup, heureusement, mais finalement la rapidité des indépendances d'Afrique subsaharienne. Et finalement, pourquoi cet idéal de la communauté française au sein de l'Empire a échoué après-guerre? Qu'est-ce qui a fait que cet idéal républicain a capoté? L'identité, c'est les inégalités qui régnaient là-bas. Bon, je vais vous faire un tout petit cours de présentation des grandes périodes. Donc, premièrement, l'Afrique précoloniale, dont vous n'allez peut-être pas beaucoup parler, sauf peut-être avec Madame Wolf qui aime bien, c'est en dehors des bandes chronologiques. Mais l'Afrique précoloniale, dont on ne vous parlera pas forcément. Bon, ce que vous devez savoir, c'est que les Européens explorent d'abord l'Afrique sahélienne, notamment sur le fleuve Sénégal pour les Français, plutôt sur la côte de l'Or pour les Anglais. D'ailleurs, les Anglais abolissent l'esclavage en 1833, ce qui n'est pas le cas de la France. Et l'emprise européenne, à ce moment-là, reste très limitée, puisque ce sont des comptoirs, des comptoirs qui datent d'ailleurs de l'Ancien Régime. Hein, donc voilà, ce ne sont pas des relations très tendues, si je puis dire, entre la métropole et l'Afrique à ce moment-là. À ce moment-là aussi, il y a l'Égypte qui prend son autonomie sous Mehmet Ali. Les Peuls qui s'emparent de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'Empire tout couleur, 1850, couleur, donc T-O-U-C-O-U-L-E-U-R. Je pense que c'est du petit nègre, hein, malheureusement. Et puis ce processus que vous n'étudierez pas, mais qui est assez fascinant, de retour des esclaves américains dans leur territoire en 1854 pour fonder le Libéria. Donc vous voyez qu'à cette époque, finalement, l'Afrique est encore aux Africains, si je puis dire. C'est tenté qu'on puisse parler d'Africains dans ce continent, dans ces régions très divers.
En Afrique australe également, le peuple bantou oppose carrément une résistance aux conquêtes européennes en se militarisant. Le problème, c'est qu'ils se militarisent aux frais de la princesse, si je veux dire, ce sont des armes européennes qui leur arrivent. Donc ce sont les Zoulous, le Swaziland, le Lesotho, le royaume Mérina sur Madagascar qui se militarisent. C'est ce qu'on appelle le temps des troubles. On va le mettre entre guillemets. Et c'est ce qui provoque notamment l'insurrection des Boers, qui sont les colons néerlandais en Afrique australe, qui entament une migration vers le nord, appelée le Grand Trek, et fondent le Transvaal et l'État libre d'Orange. Finalement, c'est une première forme de colonisation un petit peu plus installée en Afrique, une colonisation européenne plus présente. Et puis, je voulais vous parler de l'île de Zanzibar, mais on va peut-être s'en passer. Et puis, et voilà. Et finalement, ces empires et ces royaumes qui existaient en Afrique à l'époque finissent par s'entre-déchirer entre eux du fait, je schématise, de la vente d'armes européennes. Donc finalement, l'influence de l'Europe à ce moment-là en Afrique est assez indirecte et négative. Une deuxième grande période, évidemment, c'est la période de la colonisation à proprement parler, puisque cette colonisation apporte en Afrique une administration dirigée par la métropole, notamment grâce, si j'ose dire, au congrès de Berlin de 1885, qu'il nous faudra étudier avec précision. Événement important. Je vous rappelle qu'il existe ce manuel magnifique de M. Le Quintrec, que vous pouvez trouver aussi au CPI, et qui est un manuel de première, qui a une double page sur le congrès de Berlin. Donc allez-y, faites-vous plaisir, c'est du niveau lycée. Ça contient tout ce qu'il faut. À ce congrès, les colonies françaises sont placées donc sous administration de la métropole, c'est ce qu'on appelle les cercles administratifs, et ça permet justement d'éviter une colonisation trop anarchique par l'Europe. Donc c'est un congrès qui a eu pour but de préserver la paix en Afrique. C'est un peu ça le discours officiel. Et donc, 3 gouvernements sont créés dans les années qui suivent. C'est donc l'AOF, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'Afrique de l'Ouest française, en 1895, autour de Dakar. L'AEF, en 1910, autour de Brazzaville. Et Madagascar. Donc, on voit par exemple émerger à ce moment-là aussi des initiatives non plus étatiques mais aussi individuelles de colons qui organisent le continent sur le modèle occidental. Vous pouvez aller voir du côté du général Mangin, M-A-N-G-I-N, qui recrute des soldats dans les colonies, ce qu'on appelait la Force Noire, 1910. Et le médecin, Albert Schweitzer, vous avez peut-être entendu parler, qui fonde l'hôpital de Lambaréné au Gabon. Le modèle occidental qui s'exprime. Puis dans la première moitié du XXe siècle, c'est à ce moment-là qu'on exalte de plus en plus l'empire colonial français et qu'on essaie de rallier la population à ce projet. Donc c'est évidemment, là je pense que vous pouvez tous lire en cœur, l'exposition coloniale de 1931. Élément, vous avez aussi une double page dans ce manuel, avec des documents, des photos, des images. C'est bien utile. Et puis il y a le discours de Brazzaville aussi, de Gaulle, 1943, qui est une étape importante de cette promotion de l'empire colonial. Même si De Gaulle souligne la volonté de donner une certaine autonomie progressivement aux pays colonisés. Il le dit déjà en 1943. Peut-être qu'il a vu les limites aussi de la domination française en Afrique. Et puis c'est à partir de l'après-Seconde Guerre mondiale que la France entreprend vraiment de former des élites locales sur le modèle français.
La troisième période, évidemment, et la dernière, c'est la période des indépendances, comme vous en doutez, de la décolonisation. Le premier pays à se soulever, c'est le Cameroun, il me semble, si je ne me trompe pas, en 1956, qui devient indépendant en tant que République unie du Cameroun le 1er janvier 1960, soit 4 ans après. Vous voyez, c'est pas si rapide que ça, mais ensuite les autres suivent assez rapidement. Le Cameroun qui est présidé ensuite par Amadou Ahidjo. Je ne vais pas vous appeler tous les noms, si on a un certain nombre quand même. Mais aujourd'hui, avec la correction automatique d'Internet, il est facile de tout retrouver. Le Togo est ensuite indépendant le 27 avril de cette même fameuse année 1960. Il sera présidé par Sylvanus Olympio, c'est joli quand même, Sylvanus Olympio. Le Sénégal et le Soudan, je ne parle que des colonies françaises, tentent une indépendance commune le 20 juin en 1960, donc ils s'allient les deux. C'est ce qu'on appelait la Fédération du Mali. Mais en fait, de cette fédération, le Sénégal va se détacher le 20 août sous la présidence de Léopold Sédar Senghor.